Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans la série de mes top projets, donc après Multivers X et Flux, on va s'attaquer à Saito, et pour ces vidéos, comme à chaque fois, bien évidemment, tout ce que je vais raconter là n'est pas un conseil en investissement financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, tout ce que vous allez voir ici, c'est le fruit de mes recherches personnelles. Avant de s'attaquer directement à ce que fait Saito et en quoi Saito est différent, on va dégrossir un petit peu le sujet et voir un petit peu comment fonctionne une blockchain, qui sont les acteurs, et ça va nous aider en fait à comprendre en quoi Saito est aussi particulier. Donc on va commencer par définir les trois acteurs qu'on va avoir sur une blockchain, et le premier, eh bien ce sont les utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi. On va interagir avec des applications et donc on va créer des transactions. On va envoyer des cryptos d'un point A à un point B et tout ça, ça va générer des transactions. En deuxième, on a les nodes. Les nodes, en fait, vont servir les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont garder et partager une copie de la blockchain, et tout ça pour éviter que l'utilisateur le fasse lui-même. Ils vont valider ou rejeter des transactions. Donc, par exemple, quand vous utilisez MetaMask, vous passez par des nodes, les nodes que MetaMask utilise. Ensuite, les derniers, ce sont les mineurs et les stakers qui, eux, sont des nodes spécialisés et qui vont avoir un droit d'écriture sur la blockchain. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir publier le dernier bloc qui a été miné, et ils vont également valider des transactions. Ils sont également là pour sécuriser la blockchain, comme tout le monde le sait maintenant. Alors, ceux qui sont payés maintenant, le système de reward, ça va être pour les mineurs et les stakers. C'est-à-dire que dans 90 ou peut-être 95% des blockchains, ce sont les mineurs et les stakers qui sont seulement rémunérés. Et les nodes, en fait, eux, vont travailler sans vraiment de reward financière derrière. C'est-à-dire qu'ils vont le faire pour d'autres raisons que ça. Par exemple, afin de garder ces transactions privées, ou alors d'avoir des transactions qui sont plus sécurisées. Ça vous permet de ne pas passer par là où tout le monde passe. Et par exemple, sur Bitcoin, on va le voir, on a aujourd'hui 13 900 nodes. Donc c'est évidemment un gros réseau, on n'a pas besoin d'aller run une node, surtout si on n'est pas payé pour le faire, à moins d'avoir des raisons très spécifiques pour runner une node. Donc de par ça, en fait, on va comprendre que s'il n'y a pas de node, il n'y a pas d'infrastructure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de node, il n'y a pas d'utilisateur, puisqu'on ne peut pas faire de transaction, et donc il n'y a pas de mineur ni de staker, puisqu'il n'y a rien à valider. Donc tout ça, ça donne une valeur en fait au node, puisque c'est l'infrastructure de la blockchain qui va amener des utilisateurs à utiliser la blockchain et amener des mineurs et des stakers dans l'écosystème afin de sécuriser la blockchain et valider également des transactions. Donc ici, on comprend bien le modèle économique de la plupart des blockchains, qui va être de rémunérer les mineurs et les stakers aux dépens des nodes. Et donc cette logique, in fine, a créé un problème qu'on appelle le Infura problem en anglais. Donc Infura, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une entreprise privée, voici leur site, qui vont être providers de nodes, c'est-à-dire qu'ils vont être fournisseurs de nodes pour d'autres entreprises privées, comme par exemple, vous le voyez ici, MetaMask, Uniswap, Brave. Toutes les grosses applications que vous avez en tête, pour la plupart, vont passer par Infura. Et donc, c'est un problème, puisque c'est des plateformes qui sont décentralisées, en tout cas, ils sont connus pour être décentralisés. Uniswap, qui est un DEX, donc un exchange décentralisé, et qui pourtant passe par Infura également. Aujourd'hui, Infura, c'est devenu tellement gros que on estime, plus de 50% des transactions qui passent par leur node, et on a même d'autres estimations qui vont jusqu'à 70-80% des transactions qui passent par Infura. Le danger, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est que si un jour Infura est en panne, eh bien, tous ces services ne fonctionnent plus. Et alors, vous allez me dire, mais ça n'arrive jamais. Eh bien si, c'est déjà arrivé. C'est arrivé fin 2020. Et donc finalement, il y a eu une espèce de gros down pour tout le monde. C'est-à-dire que Binance a dû arrêter les withdrawals en ETH. Uniswap ne pouvait plus faire de swap. Il y avait MetaMask qui ne pouvait plus envoyer ses transactions. Donc en fait, tout l'écosystème Ethereum était down à cause d'un seul acteur qui est Infura. Alors, on peut se demander, mais pourquoi tout le monde utilise Infura? En fait, tout simplement parce que c'est pratique. C'est pratique, simplement on a juste à gérer un acteur qui eux gère tout un tas de nodes, et on n'a pas besoin de s'embêter avec toutes les technicités que ça amène. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que Saito vise à régler ce Infura problème que nous avons tous finalement, et par ça ils ont créé le Saito Consensus Mechanism. Donc c'est à la différence de tous les autres réseaux, quasiment, c'est qu'ils vont payer tout le monde en fait sur le réseau, les mineurs, les stakers et les nodes. Pour ça, en fait, comment ça va se passer? Les nodes vont collecter les transactions, et sous certaines conditions, elles vont être capables de poster un bloc.
C'est-à-dire que pour cela, ils vont devoir collecter un certain nombre de points de travail. Donc j'ai traduit ça en points de travail, mais en anglais c'est routing work. Et en gros, si par exemple il faut 17,5 points pour valider, pour créer un bloc, eh bien la première node va recevoir 10 points de travail. La seconde, 5 points de travail, et la troisième, 2,5. Pour faire 17,5 et donc pour pouvoir poster ce bloc. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à chaque node, chaque n plus une node, il y a un halving qui se passe, c'est-à-dire que les points de travail sont divisés par 2. Et ces points de travail, en fait, vont servir à connaître combien sera votre rémunération en tant que node. Donc si vous avez généré 50% des points de travail, vous allez retrouver 50% des rewards qui vont être payés aux nodes. Et donc les nodes ne sont pas choisis au hasard, puisque la première node, en fait, c'est la node qui va être la plus proche de l'utilisateur, c'est-à-dire la node qui sera finalement la plus performante pour l'utilisateur en question et la transaction qu'il veut faire. Et il ne faut pas oublier que la première node, donc, elle va s'accaparer une plus grande part des rewards, donc des paiements qui vont être faits aux nodes. La toute première node, en fait, c'est elle qui a le plus de points de travail. Donc ça pousse toutes les nodes à être le plus performant possible, le plus proche de l'utilisateur possible, et donc servir le réseau au mieux. Ce système pousse les acteurs en fait à setup leur propre node, puisqu'en fait la node qui sera setup sera la plus performante et donc va récolter le maximum de rewards qui sera distribué aux nodes, et cela va rembourser donc une grosse partie des gas fees qui vont être générés par l'acteur en question. Le gros point fort de ça, c'est que finalement la blockchain va s'optimiser d'elle-même, puisque les nodes vont à chaque fois se battre pour être les plus performantes et pour pouvoir générer le plus de rewards pour elles-mêmes. Donc en fait, on va aussi se rendre compte que c'est un écosystème qui est plus performant, puisque ça va être toujours, les transactions vont être envoyées en fait vers la node la plus performante. Si vous passez par Infura, Infura va vous proposer des nodes qui sont des nodes un peu génériques, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément servir au mieux la transaction que vous cherchez à faire. Donc en plus de se décentraliser, en fait, on est également en bout de chaîne plus performant. Ensuite, les mineurs, donc vous avez entendu que je vous ai parlé de mineurs et de stakers, donc c'est parce qu'en fait, Saito va utiliser un espèce de modèle hybride avec des mineurs et des stakers. Comment ça va fonctionner? Les mineurs, en fait, vont devoir résoudre un espèce de puzzle qu'on appelle le Golden Ticket. C'est un petit peu la difficulté sur Bitcoin, en quelque sorte. Et la target, c'est qu'il y ait un bloc sur deux qui contienne un golden ticket. Comment ça se passe techniquement? En fait, on va avoir un bloc n qui va contenir un puzzle, donc un problème. Et en bloc n plus 1, les mineurs doivent poster la réponse à ce problème. Donc s'il y a une réponse au problème au bloc n plus 1, ils vont toucher les rewards qui sont générés sur le bloc n. En termes de rémunération, en fait, le bloc n va burn la partie des rewards, donc des gas fees qui doivent revenir aux mineurs. Et s'il y a une réponse correcte au puzzle en bloc n plus 1, eh bien les rewards qui ont été burn sur le bloc n vont revenir à la vie et pouvoir payer les mineurs. Donc vous allez me dire, oui, mais du coup, il y a un golden ticket, un bloc sur deux finalement. 50% des blocs à un golden ticket. Qu'est-ce qui se passe pour les rewards quand il n'y a pas de golden ticket? Eh bien tout simplement, les rewards, s'il n'y a pas de golden ticket, vont directement dans une trésorerie pour le staking. Ce système hybride entre staking et minage va aussi donner plus de sécurité au réseau, puisque en fait, généralement une attaque sur un système proof of work, eh bien ça va être un système qui s'entretient de lui-même. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un maximum du hash power pour essayer de miner un maximum de blocs, et avec les rewards de ces blocs, en fait, on va réinvestir nos profits pour acheter plus de hash power, etc., etc., jusqu'à détenir 51% du réseau. Mais ici sur Saito, étant donné que les rewards sont éclatés entre les nodes, les mineurs et les stakers, en fait, vous n'allez jamais pouvoir être suffisamment en bénéfice pour pouvoir réinvestir et avoir toujours plus de hash power finalement sur le réseau. Ce qui fait que votre attaque va vous coûter plus cher qu'elle ne vous rapporte, et donc c'est un système qui ne s'auto-entretient pas. Et même si par chance, en fait, vous arrivez à avoir toujours les blocs qui vous reward, eh bien, il y a des systèmes de défense qui existent sur Saito, et je vous laisserai aller voir ça en description, je vous mettrai le lien. Une autre problématique de la blockchain, c'est la taille des data, puisque, comme vous le savez, on n'efface rien sur la blockchain, c'est-à-dire qu'on a toujours une blockchain qui est de plus en plus grosse, de plus en plus lourde.
À titre d'exemple, on est passé sur ETH de 2 terabits de data à 10 terabits de data en 2 ans. Et en fait, ça ne fait qu'augmenter de manière exponentielle puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent Ethereum. Et comment Saito résout ça? En fait, ils ont un système de rebroadcasting des transactions. Je vous laisserai également aller voir en description pour ne pas qu'on perde trop de temps sur la vidéo. Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Saito en termes d'innovation. Donc, je vous laisserai aller voir ce point de détail dans la description. Et donc, vous allez me dire tout ça pour faire quoi? Et ben, tout ça pour développer le futur du Web3. Donc on en parle énormément et Saito en fait leur objectif c'est de devenir un des layer 1 qui permet le développement d'applications Web3. Ici on est sur le Saito Arcade, donc là c'est un petit aperçu des choses qu'on peut faire sur Saito. Il y a tout un tas de jeux, il y a du blackjack, il y a des chess, il y a du poker et en fait sur la blockchain vous allez le shuffle des cartes, par exemple, va se faire directement sur la blockchain. Donc, c'est un espèce de randomizer géant qui va générer des cartes aléatoires à distribuer. Vous avez également un Twitter Saito qui s'appelle Red Square. Donc, c'est vraiment une espèce de copier-coller de Twitter. Et c'est là, justement, pour montrer la force de Saito que, en fait, on peut développer rapidement une application qui est comme une application qu'on utilise tous les jours, qui est Twitter. Donc on a ici un chat de la communauté que vous pouvez mettre un petit peu partout où vous voulez. Et puis on a vraiment comme des tweets qui sont display ici. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre des photos. Ça se développe très rapidement. Il faut savoir que c'est très récent. Ça fait je crois seulement quelques mois que c'est live. Mais voilà, ça offre un bel aperçu des possibilités qui peuvent être faites. Une autre des grosses forces, c'est que vous avez du coup un crypto wallet qui est directement en fait dans votre browser. Vous n'avez pas besoin d'un MetaMask, vous avez simplement besoin de votre browser pour avoir un wallet crypto. Et ça, c'est une des autres forces de Saito, c'est de ne pas avoir besoin de tout un tas de API et de tout un tas de tierces parties afin de pouvoir interagir avec la blockchain en fait. Simplement avec votre browser, vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez sur la blockchain. Maintenant, on s'attaque aux tokenomics. Vous savez que c'est un point important sur la chaîne. On regarde beaucoup les tokenomics. Et ici, on a des tokenomics qui, d'apparence, sont pas terribles. Vous allez le voir. On a donc des seed rounds. Donc seed round ici, c'est la première. Ensuite, on a des private sales. On a une toute petite public sale, on a des strategic partners, contributeurs et devs, des rewards qui ne sont pas des rewards d'inflation, qui sont des rewards de marketing. Donc là, différence importante. Core team, ça c'est la team tout simplement, et fondation qui est pour un futur DAO. Donc le point positif malgré tout, c'est qu'il n'y a plus d'unlock. C'est-à-dire que le vesting est fini pour tout le monde. Donc tout le monde a pu vendre ses tokens, personne n'a de tokens locked qui vont sunlock et donc générer de fortes ventes à un moment donné dans le futur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que seed round, private sales, strategic partner, tout ça, c'est déjà unlock. Il reste simplement la team, en fait, qui est lockée. Alors, c'est pas vraiment locké, mais c'est pour 5 ans normalement. Ils ne peuvent tout simplement pas swapper leurs tokens pour d'autres tokens. Donc, ils peuvent pas swapper leurs tokens pour des USDC, etc. Donc, c'est une forme de lock, finalement, pendant 5 ans. Et donc, en voyant le tokenomics, je me suis dit, bon, c'est quand même pas terrible. Donc, j'ai interagi avec la communauté et j'ai le fondateur qui m'a tout simplement répondu sur Twitter. Donc, si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être vu les réponses. En tout cas, vous pouvez les voir sur mon profil dans tweet et reply. Vous verrez un petit peu l'interaction qu'on a eue ensemble. Et en fait, c'est simplement un choix. Ils ont fait un choix de ne pas faire de airdrop, de ne pas en fait récompenser les mineurs qui sont arrivés tôt sur le réseau, etc. etc. Puis aussi, il faut savoir que le mainnet n'est pas sorti. Hein. Donc les tokens que vous avez là sont des tokens sur Ethereum, ne sont pas sur le Layer 1 Saito, puisqu'il n'est pas encore live. Donc c'est aussi peut-être pour cette raison, mais en tout cas, pour le moment, on a 10 milliards de tokens, 3 milliards qui sont en circulation et qui sont donc entre ces acteurs-là. Il faut quand même rester prudent puisqu'il n'y a plus d'unlock. Donc la plupart de ces tokens ont probablement été vendus. C'est-à-dire que la force de vente qu'on peut avoir au moment d'unlock est probablement déjà passée. Mais c'est difficile de voir. J'ai essayé d'aller voir un petit peu sur la blockchain qui avait vendu ces tokens, qui n'avait pas vendu ces tokens, comme j'avais fait pour le e-gold. Là, c'était un peu plus compliqué parce que tout ce qui est en private sales, en fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle un disperseur. Et donc, ça envoie les tokens vers des dizaines, des centaines de wallets. Et c'est très difficile de traquer les tokens. Donc, je ne sais pas vraiment. J'imagine qu'une bonne partie a quand même été vendue. Hein. Généralement, ils prennent leur profit en premier. Donc, je ne sais pas si on peut encore vraiment s'inquiéter de ça.
Après, il reste 7 milliards de tokens. J'ai aussi demandé en fait à qu'est-ce qu'il allait advenir de ces tokens. Et finalement, il n'y a pas trop de direction pour le moment. Ils savent à peu près, mais voilà, il n'y a pas vraiment de roadmap pour ces tokens pour le moment. Donc une nouvelle fois dans un projet, c'est des tokenomics ici qui m'inquiètent un petit peu. On va dire que le projet est extrêmement innovant. Il y a plein de choses qui n'ont jamais été faites en crypto. Donc c'est une grosse surprise. On a hâte de voir ce que ça va donner en mainnet. Et les tokenomics, une nouvelle fois, il va falloir que ça fasse leur preuve. Cependant, le très gros point positif à mon sens, c'est qu'il n'y a pas cette notion justement d'inflation, je dirais naturelle, comme par exemple on peut avoir sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, vous avez ici 144 blocs par jour à peu près qui sont minés, c'est-à-dire que ça c'est de l'inflation pure et dure qui rémunère les mineurs. Et ici, on a un schéma en fait qui montre quelle est la proportion des fees qui sont générées sur le réseau, donc des gas fees qui sont générés sur le réseau, qui rémunèrent les mineurs. En fait, on voit que c'est minuscule. Alors, on a des pics évidemment qui montent à 40%, mais vous voyez que là, depuis un an, depuis même plus d'un an, depuis 1 an et demi, on a entre 2 et 4%, 5%. En fait des gas fees qui représentent les paiements pour les mineurs. C'est-à-dire que 95% de l'inflation du Bitcoin vient du minage pur et dur du Bitcoin. Donc c'est de l'inflation qui est préprogrammée sur le Bitcoin. À la différence donc de Saito, puisque là en fait ce que vous répartissez en tant que mineur, node ou staker, eh bien ce sont les gas fees qui sont générés par les transactions du réseau en lui-même. Et vous pourrez aller voir donc ce petit schéma également qui est sur le site, qui est plutôt bien fait. Je vous conseille aussi d'aller lire un petit peu le wiki, donc je vous mettrai tout ça en description, ça peut vous aider à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. En conclusion, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Saito? Pour moi, c'est le risky play, c'est un petit peu le coup de poker, c'est-à-dire que c'est un gros pari sur l'avenir. C'est très ambitieux, vous l'avez vu, il y a extrêmement de choses innovantes sur cette blockchain, plein de choses qui n'ont jamais été faites en blockchain, en crypto aujourd'hui. Donc c'est un peu la grosse surprise, il n'y a pas encore de mainnet, donc vraiment là vous pariez sur le futur. Les tokenomics sont à première vue pas les meilleurs. Après c'est un système qui pour moi est un peu plus simple puisqu'il n'y a pas d'inflation qui est préprogrammée sur la blockchain, en tout cas pas pour le moment avec les 3 milliards de tokens qui sont déjà en circulation. Si on regarde Etherscan, il n'y a pas l'air d'avoir trop de whale, mais comme je vous ai dit, il disperse les tokens sur plein de wallets, donc je ne sais pas vraiment si c'est fiable. Et pour finir, pour moi, l'architecture de Saito est, je pense, qu'il se fait de mieux pour le moment en crypto, en tout cas sur le papier, que ce soit en termes de résilience avec le Saito Consensus Mechanism, que ce soit également en termes de sécurité. Et je suis impatient de voir ce que ça va faire en mainnet. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez survécu à cette explication de texte. C'était vraiment pas évident à faire comme vidéo, il y a beaucoup d'informations, donc une fois de plus, c'est pour vous inviter en fait à être curieux et à aller voir par vous-même un peu plus loin, à chercher un peu plus ce que c'est que Saito. Il y a plein de choses que je n'ai pas abordées dans la vidéo. Ici, c'est vraiment pour vous donner une petite idée de pourquoi Saito est différent. Sur ce, je vous invite comme d'habitude à rejoindre le Discord et également à me suivre sur YouTube. C'est ce qui soutient le mieux la chaîne et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Et si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.